Bonjour messieurs, dames. Merci de votre présence, merci de votre intérêt pour ce sujet. Je m'appelle Franck Lehaut, je suis médecin à bord de l'Airbus A310 0G. Je salue Jérémy Saget qui est dans la salle et qui est mon collègue dans la même fonction. Je m'intéresse beaucoup à la physiologie en microgravité et j'ai eu envie de vous parler, de vous poser une question. L'apesanteur accélère-t-elle les effets du temps? Alors qu'est-ce que le temps? Si on est tous réunis ici lors de ce congrès, c'est bien qu'on a du mal à le définir avec précision. En revanche, c'est peut-être un peu plus facile de comprendre les effets, enfin, d'observer les effets du temps, puisqu'on peut les observer d'abord sur notre propre vieillissement physique et sur le vieillissement des gens qui nous entourent. Et puis aussi, on peut voir un petit peu les saisons qui se succèdent. On va voir tout à l'heure quelle est en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est le temps vraiment qui fait vieillir? Et pourquoi je vous pose cette question? Pourquoi je vous demande l'apesanteur accélère-t-elle les effets du temps? Eh bien, c'est parce que l'apesanteur, c'est un état ludique, vraiment fascinant, passionnant, où des possibilités nouvelles s'offrent à nous. Vous voyez ces astronautes là qui s'amusent en apesanteur. Et on a vraiment l'impression que dans ces moments-là, le temps semble se figer. C'est-à-dire que quand on est dans l'avion et qu'on va passer en 0G, le capitaine réduit les gaz, il y a une diminution du volume sonore dans l'avion, et en même temps, c'est comme si tout ralentissait. Alors, on voit de temps en temps un objet flotter là, qui passe devant nous, et on a l'impression que donc l'état d'apesanteur, c'est un état où le temps semble se figer. Mais à l'inverse, on constate pour les astronautes qui vivent en apesanteur plusieurs semaines ou plusieurs mois, que différents systèmes du corps humain vieillissent prématurément. Et là, on a peut-être la question se pose, donc est-ce que l'apesanteur ralentit le temps ou est-ce que l'apesanteur accélère les effets du temps? Alors je voudrais prendre quelques exemples sur les modifications physiologiques en apesanteur. Tout d'abord, notre système cardiovasculaire. Vous savez que les artères comportent plusieurs épaisseurs et on fait maintenant de l'extérieur vers l'intérieur, l'adventice, la média, l'intima. On sait faire des mesures de l'épaisseur des parois artérielles dans l'espace par des échodopplers. Et on s'est rendu compte que l'épaisseur média-intima, par exemple au niveau des artères du cou, augmentait chez les astronautes environ de 12%, avec une rigidité de la carotide qui augmente de 17 à 30% en moyenne. Et ça, c'est l'équivalent d'un vieillissement de 10 à 20 ans sur Terre en l'espace de 6 mois de mission dans la station spatiale. Il y a un vieillissement artériel accéléré. Nos fonctions artérielles, vous savez que les artères ont des fonctions, eh bien elles se dégradent. Alors sur Terre, alors pour plein de raisons, l'apesanteur, les écoulements qui sont plus tout à fait laminaires mais qui sont souvent turbulents, la baisse de la pression hydrostatique dans les vaisseaux. Sur Terre, en conditions normales, nos artères ont un certain nombre de rôles à jouer et la partie interne de l'artère, l'intima, va jouer un rôle de protection, avec des fonctions anti-inflammatoires, antioxydantes, anticoagulantes. Et au contraire, en apesanteur, au fil des semaines et des mois passés, l'intima, la partie interne des artères, va perdre ses fonctions. Et ce n'est plus une barrière. On a une infiltration de cellules sanguines. On a plus de mort cellulaire et de turnover cellulaire. On a du stress oxydatif. On a des modifications épigénétiques. Et finalement, tout ça aboutit au dépôt de cellules sanguines et de cholestérol à l'intérieur même de la paroi des artères, dans l'espace, favorisant l'artériosclérose. Et on peut donc penser que, vous savez qu'il existe un certain nombre de facteurs de risque cardiovasculaire. Ce sont des facteurs qui peuvent nous mettre en danger sur le plan de nos artères coronaires, comme la sédentarité, l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol, le diabète ou bien le tabagisme. Eh bien, la question se pose de savoir si l'état d'apesanteur ne serait pas un facteur de risque supplémentaire sur le plan cardiovasculaire. On a aussi une désadaptation cardiovasculaire. Ça veut dire que quand les gens reviennent sur Terre, ils se comportent un petit peu comme les astronautes qui reviennent sur Terre se comportent un petit peu comme des personnes âgées. Ils ont des baisses de tension par plusieurs phénomènes, l'altération du baroréflexe, l'hypovolémie ou les veines qui sont distendues. De même, le cœur perd de sa capacité à l'effort et on voit une baisse de la fonction cardiaque, enfin en tout cas de la capacité à l'effort, d'environ 15%. Maintenant, nous allons parler du problème le plus important et le plus célèbre qui est le plus célèbre problème de désadaptation en apesanteur, qui est la dégradation du système osseux.
vous savez que l'os, c'est un système on ne peut pas comparer le squelette à ce squelette qui était pendu dans nos classes de primaire, dans un coin de la classe, et qui était une masse calcique immuable et constante. L'os est vivant. Notre os est parcouru par des veines, par des artères qui le nourrissent en permanence, et il existe en permanence un équilibre entre construction osseuse et déconstruction osseuse. Par exemple, quand un fragment d'os est un petit peu abîmé, vous allez avoir des cellules qui vont l'éliminer, les ostéoclastes, et tout de suite après, vous allez avoir des cellules qui sont en quelque sorte des maçons et qui vont venir reconstruire l'os. Et donc, il y a un perpétuel équilibre entre construction et déconstruction osseuse. Et pour rester solide, en fait, nos os ont besoin de contraintes mécaniques. C'est parce qu'on marche, c'est parce qu'on saute, c'est parce qu'on court qu'on envoie des signaux mécaniques à nos os et que notre tissu osseux est capable de maintenir cette balance entre construction et déconstruction afin de rester bien minéralisé. En apesanteur, les os, certains os en tout cas, vont se déminéraliser, d'autant plus que la perte de charge est importante. Et on va constater une ostéoporose qui prédomine sur les os des membres inférieurs, les os porteurs. Regardez, ces chiffres sont assez édifiants. Alors, selon les sites osseux, on a une déminéralisation osseuse qui n'est pas la même. Par exemple, le col du fémur, on a une perte de 1 à 2% de densité minérale osseuse par mois dans l'espace. Mais il peut y avoir des variations individuelles qui sont importantes, puisqu'il y a des astronautes sur certains sites osseux qui vont perdre jusqu'à 20% de la densité minérale osseuse. Les vertèbres lombaires, en moyenne 1% par mois, le calcanéum 1% par mois. Et on pourrait comparer ça à une valeur terrestre. Un mois passé dans l'espace, c'est l'équivalent à 1 an de décalcification sur Terre pour une femme ménopausée, ou 3 à 4 ans de décalcification sur Terre pour un homme après l'âge de 50 ans. Et on fait de grands efforts pour limiter cette perte osseuse, des efforts nutritionnels. On fait une supplémentation en calcium, en vitamine D. On essaye de demander aux astronautes de se nourrir convenablement et d'absorber toute la ration alimentaire qu'ils doivent faire. Pourtant, ils n'ont pas très faim en apesanteur. Mais on utilise une machine qui est très performante, qui s'appelle l'ARED, qui permet de faire des exercices contre résistance. Et on a observé donc de nets progrès sur la déminéralisation osseuse, avec une diminution de la déminéralisation osseuse qui est presque proche de zéro chez certains astronautes dans certains sites osseux. Néanmoins, l'architecture des os, elle, reste complètement modifiée. Il y a un turnover, une remodélisation permanente de l'os. Et même chez des astronautes qui perdent peu de minéralisation osseuse, si on fait des tests avec des modélisations mathématiques de la résistance de leurs os, on va constater que la résistance osseuse s'effondre jusqu'à donc 14% de résistance à la charge sur certains os en 6 mois, ou 12% de résistance qui en baisse sur certains os à 6 mois, avec des écarts individuels considérables. Il y a eu déjà 2 cas de fracture du col fémoral après un vol spatial. On peut aussi parler des muscles, c'est l'exemple suivant. Vous savez que les muscles sont caractérisés par leur plasticité, c'est-à-dire qu'ils adaptent leur forme et leur performance aux contraintes qu'ils subissent. Et donc, dans l'espace, on va constater en apesanteur une atrophie des muscles de posture et de locomotion surtout, c'est-à-dire les muscles qui sont impliqués dans le fait de se tenir debout, de lutter contre la force de pesanteur, la force du poids. Ce sont ces muscles-là qui, avant tout, vont perdre leur masse et leur capacité. Alors, au niveau des modifications à l'échelle microscopique, c'est semblable à ce qu'on peut voir chez les sujets âgés. Vous voyez l'évolution des fibres musculaires. À gauche, c'est une image qui nous montre une fibre musculaire avant et 5 jours après un vol dans l'espace. Vous voyez déjà comme son diamètre a diminué. À droite, c'est 17 jours qui séparent ces deux photos. Et on voit des fibres musculaires qui sont déjà ratatinées avec une infiltration de cellules graisseuses à l'intérieur du tissu musculaire. Et finalement, non seulement le volume musculaire décroît, par exemple, ça, c'est des valeurs moyennes sur le mollet. Donc, on s'aperçoit qu'en espace de 6 mois, on a une baisse de volume musculaire de 15% sur le mollet. Mais la force musculaire, elle, du mollet, décroît encore plus, puisque ça décroît de 25%.
et la puissance musculaire encore plus, de 32%. Et il y a une grande fragilité par rapport vis-à-vis des traumatismes. Et là, en ce qui concerne le système musculaire, on peut dire que passer 6 mois dans l'espace, c'est équivalent à une dégradation musculaire de 15 ans, et ça c'est aussi un petit peu optimiste, plutôt 20-25 ans sur Terre. Ce sont des phénomènes, heureusement, qui sont réversibles. Le cartilage, qui ne possède pas d'artères ni de veines, doit se nourrir par quelque sorte diffusion du liquide synovial qui lui apporte des nutriments. Et donc, par exemple, si vous avez l'articulation du genou, les cartilages du genou vont se nourrir parce que la pression qu'on exerce sur nos genoux en marchant va faire diffuser du liquide synovial et des nutriments à l'intérieur du cartilage. Vous voyez tout de suite qu'en apesanteur, le cartilage n'aura plus ces stimulations mécaniques pour assurer sa nutrition et que le cartilage va être moins épais, moins riche en eau, moins ferme et moins résistant. La peau, c'est un sujet assez peu célèbre, assez peu connu, mais il existe des modifications de la peau chez les astronautes. On voit par exemple une diminution de l'épaisseur de la couche superficielle de l'épiderme. La peau est 20% plus fine. On a une perte d'eau augmentée au niveau de la peau, ce qui fait qu'on a la peau sèche et des démangeaisons. Le délai de renouvellement de la peau est augmenté, c'est-à-dire qu'on va avoir un retard à cicatriser. Si vous faites des blessures, des coupures dans l'espace, vous allez cicatriser beaucoup plus lentement. Et tout comme chez les sujets âgés, on a une diminution des fibres élastiques de la peau et une baisse de l'élasticité de la peau. On pourrait prendre encore des exemples qui nous font penser qu'en état d'apesanteur, on va un petit peu dans des phénomènes qui s'apparient au vieillissement. Le système immunitaire, on s'aperçoit que dans l'état d'apesanteur, le système immunitaire va être perturbé, il va dysfonctionner. Alors déjà, dans l'immunité innée, on a une activation des réponses allergiques et non allergiques. Donc par exemple, beaucoup plus d'eczéma, beaucoup plus d'urticaire, beaucoup plus de réactions cutanées, par exemple si on fait un vaccin. En ce qui concerne l'immunité adaptative, on a fait des vaccins chez les astronautes et on a constaté qu'ils fabriquent bien leurs anticorps. Donc la production d'anticorps semble préservée, mais l'immunité cellulaire, elle, semble altérée. C'est-à-dire que vous avez des lymphocytes qui doivent aller en quelque sorte croquer des cellules étrangères, qu'elles soient des microbes ou par exemple des cellules cancéreuses. Et là, on s'aperçoit que ces fonctions-là sont altérées. Et on a aussi beaucoup de perturbations au niveau de la quantité des molécules chimiques qui sont impliquées dans les phénomènes d'inflammation et d'immunité, c'est-à-dire les cytokines. Au niveau de l'oreille interne, le vestibule est aussi très perturbé par l'état d'apesanteur. Le vestibule nous permet de connaître la position de la tête dans l'espace et puis aussi les accélérations ressenties au niveau de la tête, la position de la verticale. Et ça, c'est complètement perturbé en apesanteur, ce qui fait que quand les astronautes reviennent sur Terre, ils ont des troubles de l'équilibre. Et ces troubles qui s'apparentent un petit peu à ce que ressentent les sujets âgés, puisque le système vestibulaire vieillit aussi avec l'âge. Et ça ne touche pas que l'équilibre. Vous voyez par exemple la posture. Quand on est en apesanteur, on adopte la posture de droite, c'est-à-dire comme celle qu'on aurait un petit peu dans une piscine, avec les jambes un peu fléchies, puis les membres supérieurs qui se relèvent un petit peu comme ça. Et du coup, le cerveau va modifier toute la programmation des réflexes musculaires, du tonus musculaire, pour faire de cette posture la référence. Et donc vous imaginez bien que quand on revient sur Terre, c'est compliqué parce qu'on est toujours calqué sur cette référence posturale. Et si on ajoute à ça les anomalies des informations qui sont données par nos autres capteurs, les capteurs musculaires, tendineux, cutanés, ou aussi les dysfonctionnements du vestibule, eh bien, finalement, quand on revient sur Terre, on se comporte un petit peu comme une personne âgée dont le système neurosensoriel s'est dégradé, avec des troubles de la posture, des troubles de l'équilibre qui favorisent les chutes, des troubles de la marche et des troubles de coordination des gestes. Sur le plan des fonctions cognitives, on constate aussi des dégradations en apesanteur, avec une diminution de l'attention, une diminution de la concentration, surtout quand on fait des tâches multiples, des performances qui sont dégradées lors des activités mixtes, c'est-à-dire motrices et cognitives, une dégradation un petit peu des processus de mémorisation et de vitesse de réflexion. Alors pour donner un exemple métabolique, dans l'espace, au bout de quelques mois de séjour, on constate que le taux de glycémie augmente. On a une réduction de la tolérance au glucose, une diminution de la sécrétion d'insuline et une résistance périphérique à l'insuline. Donc en quelque sorte, la question se pose, si on effectue des vols dans l'espace de 6 mois, ça peut aller.
Que se passera-t-il si on voyage dans l'espace en apesanteur pendant des années? Est-ce qu'on deviendra tous éventuellement diabétiques? Donc, on a observé, comme je vous disais, des modifications dans l'organisme des astronautes qui sont voisines un petit peu de celles du vieillissement. Et comme les astronautes, c'est une population limitée, et puis assez hétérogène, c'est-à-dire qu'ils ne font pas tous la même quantité d'exercice physique chaque jour, sont des hommes, sont des femmes, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques, et puis ils sont impliqués dans des travaux de recherche différents, dans des protocoles de recherche qui peuvent faire des biais. On a donc décidé de voir si on pouvait rencontrer les mêmes modifications sur Terre en faisant des modèles. Et donc on a fait les études en bed rest, ces études qui consistent à allonger des sujets, des volontaires sains, alors dans des cohortes assez précises. Par exemple, on peut dire on va prendre que des gens de 25 à 35 ans, que des hommes, etc., tel profil. Et comme ça, on va essayer de voir si on arrive à reproduire les modifications qu'on constate en apesanteur. Quand on est en bed rest, on ne supprime pas, effectivement, on n'est pas en apesanteur, on ne supprime pas l'effet de la gravité, mais on transforme un petit peu le vecteur qui impacte notre corps de Gz en Gx. Il nous reste quand même un petit peu d'impact de la gravité. Et on constate que les études en bed rest confirment en général les modifications qu'on a en apesanteur et qu'on constate aussi avec le vieillissement. Donc les modifications de l'organisme des astronautes provoquées par l'apesanteur ont beaucoup de similitudes avec celles du vieillissement sur Terre, mais elles surviennent de manière accélérée. Et donc tout se passe comme si l'apesanteur accélérait les effets du temps. Et c'est un petit peu curieux parce qu'on pourrait se dire l'apesanteur en elle-même n'a pas d'influence sur l'écoulement du temps. Donc comment l'apesanteur peut-elle accélérer les effets du temps sans accélérer le temps lui-même? En fait, on devrait plutôt s'intéresser dans le processus de vieillissement aux mécanismes qui sous-tendent le vieillissement. Parce que nous ne vieillissons pas tous de la même façon. Si c'était juste une histoire de temps, eh bien, par exemple, à 70 ans, à 75 ans, on aurait un vieillissement osseux identique tous. On aurait tous les os dans le même état à 75 ans. Or, on constate que vous avez des personnes de 70 ans ou 75 ans qui ont des os en meilleur état que des personnes de 60-65 ans. C'est bien qu'il y a des mécanismes différents. Alors, les mécanismes du vieillissement, ils sont nombreux. Vous avez l'accumulation de modifications d'anomalies génétiques dans les cellules au fur et à mesure de leur division. Vous avez le raccourcissement des télomères. Vous avez tous les phénomènes épigénétiques, les cellules qui passent en état de sénescence. Et des facteurs aussi externes qui sont, par exemple, la façon dont on vit, la façon dont on mange et la façon dont on fait du sport et donc dont on se soumet à la gravité. Et je trouve que la cause du vieillissement en apesanteur, ce n'est pas à appréhender tellement par le temps, mais plutôt par l'absence de gravité. Enfin, il ne s'agit pas d'absence de gravité, parce que vous savez que pour être en apesanteur, il faut justement être soumis à la gravité. Mais c'est un raccourci qui permet de mieux comprendre les choses. Le mécanisme par lequel le vieillissement est accéléré en état d'apesanteur, c'est l'absence de stimulation de l'organisme par la gravité. C'est vraiment le mécanisme, parmi tous les mécanismes qui existent à l'origine du vieillissement, c'est vraiment le mécanisme qui est surmultiplié en apesanteur. C'est vraiment celui qui prend le plus d'importance. Donc le vieillissement en apesanteur ne serait pas une question de temps, ce serait une question de gravité. En fait, le vieillissement accéléré provient de l'absence de stimulation gravitationnelle. La gravité, elle a accompagné et elle a influencé le développement du vivant à la surface de la Terre, depuis les organismes unicellulaires jusqu'aux humains. Et la gravité, par la stimulation mécanique qu'elle procure sur nos cellules, sur nos tissus, sur nos organes, elle est indispensable à notre développement et elle est indispensable au bon fonctionnement de nos tissus et aux propriétés qui sont les leurs. Au niveau cellulaire, par exemple, ce sera le dernier exemple, quand on est en état d'apesanteur, même au niveau d'une cellule, on va constater des anomalies qui sont multiples. D'abord, des modifications épigénétiques. On sait par exemple que dans les 22 secondes d'apesanteur à bord de notre avion, on a déjà des centaines de gènes qui s'expriment différemment, certains qui sont exprimés, d'autres qui sont un petit peu éteints. On va avoir des anomalies, donc quand on est privé de la force de pesanteur, quand on est privé de l'effet de la gravité, on va avoir des anomalies de la transduction, c'est-à-dire qu'un signal mécanique ne va pas être tout à fait bien traduit en signal chimique à l'intérieur d'une cellule.
Les récepteurs qui sont à la surface des cellules vont avoir des expressions variables, certains vont être moins exprimés. Le squelette même de la cellule, qu'on appelle le cytosquelette, va avoir une forme, une structure différente et qui va perturber, les bonnes fonctions de la cellule, la synthèse des protéines pour lesquelles les cellules sont faites. Donc on a des anomalies de synthèse moléculaire. On a aussi des anomalies de la migration des cellules et des anomalies de la communication cellulaire. Tout ça se produit en état d'apesanteur. Et il y a un auteur qui a regroupé tout ça dans un concept qui est le syndrome de privation de gravité. Alors en abscisse, la privation de stimulation gravitationnelle, en fait, c'est la sédentarité, et en ordonnée, l'importance des modifications comparables au vieillissement. Si vous avez une vie active, que vous courez, que vous marchez, que vous faites du sport, vous aurez moins de modifications physiologiques comparables à celles du vieillissement. Si vous êtes un petit peu sédentaire, vous allez en avoir un petit peu plus. Un sujet âgé qui a décidé de réduire son activité, qui pour tout un tas de raisons sort moins, marche moins, etc., va encore plus avoir les effets du vieillissement. Quand on est alité, c'est encore plus important, et aussi quand on fait des études en bed rest, comme j'ai évoqué juste avant. Et au sommet de cette droite, l'apesanteur. L'apesanteur, c'est l'état le plus extrême, si on peut dire, de sédentarité. Alors vous savez que, vous voyez que les astronautes dans l'espace, ils ont un créneau horaire d'à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour faire du sport tous les jours. Ce créneau, il est aussi utilisé pour quitter l'expérience qu'ils sont en train de faire, s'habiller, mettre en route la machine, faire du sport, ensuite ranger la machine, passer à une autre, prendre la douche, etc. Donc ce n'est pas forcément 2 heures et demie de sport qui sont réalisés chaque jour, mais plutôt 1 heure et demie. Et songez que les 22 heures restantes de la journée d'un astronaute se passent sans stimulation gravitationnelle. Parce que nous, même si on ne fait pas de sport, on passe notre journée à marcher, à monter des escaliers, à soulever des charges, et donc on imprime à nos cellules, à nos tissus, cette stimulation gravitationnelle permanente qui leur permet d'assurer leur fonction et de rester en bonne santé et de vieillir en quelque sorte moins vite. Donc je voudrais conclure par cette diapo en disant que si les avancées médico-sanitaires ont contribué à allonger l'espérance de vie, la technologie, elle a tendance à encourager une vie très sédentaire et donc à limiter la stimulation gravitationnelle qui est nécessaire à notre bonne santé. Et finalement, plutôt que de dire que l'apesanteur accélère les effets du temps, j'ai envie de dire que l'apesanteur accélère les effets de la sédentarité, qui est l'un des facteurs majeurs impliqués dans le vieillissement. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à venir faire un petit tour dans notre avion, à faire un baptême d'apesanteur, parce que vous verrez à quel point c'est drôle et ludique. Mais j'ai aussi envie de vous dire, pour rester en bonne santé et vieillir moins vite, vive la gravité. Merci. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. J'avais juste une question. J'ai entendu que, je crois que ça s'appelle Virgin Atlantic, de Richard Branson. Ils ont l'intention d'aller dans la stratosphère. Est-ce qu'il y aura tous les désagréments de l'apesanteur que vous venez de définir maintenant ? Alors, Virgin Galactic, en fait, s'apprête à faire ce qu'on appelle des vols suborbitaux touristiques. Ça veut dire que vous allez faire une grande chandelle qui va vous monter jusqu'à 80 km/h pour Virgin Galactic. Et vous allez, une fois que les moteurs seront éteints, dans le vaisseau de Virgin, être en phase balistique. C'est-à-dire que vous allez avoir une trajectoire où vous allez avoir 4 minutes d'apesanteur. 4 minutes d'apesanteur. Dans notre avion, effectivement, en 22 secondes, on a des modifications, puisque vous avez beaucoup de scientifiques qui sont intéressés pour mener des études de physiologie humaine dans notre avion. Mais on ressent assez peu, en l'espace de quelques secondes ou quelques minutes d'apesanteur, les effets sur notre corps. Quand on se regarde les uns et les autres, on a le visage un petit peu plus rouge, un petit peu plus bouffi, on voit nos jugulaires qui s'externalisent, on a une légère sensation de pesanteur au niveau de la tête. Mais non, en fait, le vol suborbital sera bien plus éprouvant par les phases d'accélération et décélération que par cette phase d'apesanteur qui sera juste ludique, incroyable, drôle, et puis vous pourrez contempler la planète en train de voler dans l'habitacle du vaisseau. Donc non, les faibles durées, les courtes durées d'apesanteur n'ont pas de retentissement gênant pour les passagers. Oui, bonjour.
Merci pour votre présentation. Je voulais savoir sur des séjours plus longs dans l'espace en apesanteur, vous avez dit, si j'ai bien compris, qu'il y avait des modifications cellulaires. Oui ? Oui, c'est-à-dire oui, tout à Alors, fait. ce que je voulais savoir, c'est lors du retour des astronautes sur Terre, est-ce que ce processus est réversible? Et si ce processus n'est pas totalement réversible, est-ce que ces cellules gardent en mémoire les modifications qui ont eu lieu en apesanteur? Si vous voulez, la problématique des modifications en apesanteur, c'est quand on se place dans la perspective de voyages spatiaux au long cours. C'est-à-dire quand on va passer 6 mois dans l'espace, en fait, l'état d'apesanteur, le corps s'adapte à un environnement différent. Et finalement, globalement, on le vit assez bien dans l'espace. Et au retour sur Terre, la majorité des modifications constatées rentre dans la norme, à quelques exceptions près. On sait qu'il y a des troubles visuels qui ne se corrigent jamais. On sait que la structure intime profonde des os pourrait ne jamais retrouver son état d'origine. Mais globalement, les perturbations du système immunitaire, vestibulaire, neurosensoriel, cardiologique et autres, ça rentre dans l'ordre. La question qui se pose, c'est que se passera-t-il? Est-ce qu'on est fait pour ça quand on ira faire des séjours dans l'espace de 3-4 ans? On emmène notre oxygène dans l'espace, on emmène notre eau, nos aliments, on sera peut-être obligé d'emmener notre gravité avec nous. C'est-à-dire d'avoir des vaisseaux dans lesquels on reproduira par une force centrifuge un équivalent gravitationnel. Est-ce qu'on a déjà fait des expériences pour élever des animaux dans l'espace depuis le stade embryonnaire, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, on n'a pas élevé d'êtres humains dans l'espace, mais est-ce qu'on a élevé quand même on a fait des expériences sur du vivant, mais au stade croissance, non pas être adulte envoyé dans l'espace, mais être en cours de constitution, d'organogénèse, etc. Bien sûr, les animaux ont un petit peu cette chance par rapport à nous, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire un entraînement d'astronaute pour aller dans l'espace. Et depuis les araignées, les mouches, les rats, les chiens, les singes et que sais-je, le monde animal a souvent eu la chance de partir dans l'espace. Enfin, je ne sais pas si c'est une chance. Et là, moi, je n'ai pas les compétences pour vous répondre. J'imagine que ça dépend beaucoup. Oui, bien sûr, il y a des expériences comme ça qui ont été menées. Mais je pense que le facteur gravité, ce vecteur gravité, est plus ou moins indispensable au développement, effectivement, à l'embryogénèse de certains animaux et peut-être moins pour d'autres. Il y a un expert dans la salle qui est le docteur Michel Viseau qui pourra mieux répondre. Mais effectivement, il y a certains organismes pour lesquels ce facteur gravitationnel, ce vecteur gravitationnel est absolument prépondérant pour le développement, pour l'embryogénèse. Alors moi, j'aurais une question toute simple par rapport à partir de quel niveau de baisse de gravité on aurait des effets. Est-ce qu'on a déjà une idée là-dessus ou des idées d'expérience? Par exemple, si on va vivre sur Mars avec, je crois que c'est un demi-G, est-ce que déjà on aura des effets partiels, pas d'effets du tout? Et puis sur la Lune, évidemment, c'est encore pire, c'est un 6e. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Bien sûr. Il n'existe pas on ne peut pas dire qu'il faut être juste en microgravité pour qu'il y ait ou en centigravité pour qu'il y ait des modifications dans notre organisme. Il est évident que quand on vivra sur la Lune et quand on vivra sur Mars, il y aura aussi des modifications nombreuses qui surviendront dans notre organisme. Peut-être plus lentes, peut-être pour certaines moins problématiques, mais tout niveau de pesanteur va s'accompagner par définition, d'une réduction de l'impact de ce vecteur gravité sur nos cellules, sur nos tissus, sur nos organes, et on aura toujours des modifications. Alors, c'est assez ludique, la gravité lunaire et la gravité martienne, on les fait dans notre avion, et quand on est en 1/6 de G en gravité lunaire et qu'on a la chance de sauter dans tout l'avion, on est juste au paradis, c'est juste un bonheur incroyable, et on ne se rend pas compte qu'en fait, effectivement, si quand même en gravité lunaire, on aura des modifications, et qui à terme pourront aussi être préoccupantes dans notre organisme sur divers organes. Est-ce que vous avez expérimenté ou entendu des études autour de l'inverse, c'est-à-dire un peu plus de gravité, les effets de plus de gravité sur les organismes vivants? Vous savez qu'on a mis des volontaires sains dans des sortes de centrifugeuses pour effectivement, ça c'est le problème des contre-mesures.
Quand on a des modifications dans l'organisme qui surviennent, vous avez vu comme elles sont nombreuses en apesanteur, on a envie d'imaginer des contre-mesures et au premier rang desquelles recréer une pesanteur artificielle dans le vaisseau. Mais est-ce qu'il faut recréer 1 G en permanence? Est-ce qu'il faut recréer 2 G pendant une demi-heure par jour? Est-ce qu'il faut recréer 3 G un jour sur 2 pendant 1 heure? On ne sait pas. Donc il y a des études qui ont été menées où on a mis des volontaires sains dans des centrifugeuses, parfois même plusieurs heures, voire plusieurs jours, et pour étudier un petit peu les conséquences. Évidemment qu'il y a des effets de l'hypergravité aussi. On sait que le système cardiovasculaire ne va pas tolérer un niveau d'hypergravité très important, puisqu'au-delà de 2 G, ça va être très compliqué. Nous-mêmes, dans l'avion, à 2 G, quand on est en ressources, je ne pense pas qu'on tiendra un quart d'heure debout. Donc c'est assez problématique. Et on a étudié, on a commencé à essayer d'étudier l'impact de l'hypergravité sur certains systèmes du corps humain. Et on a parfois des surprises, alors parfois des bonnes surprises. On s'est aperçu que l'hypergravité pouvait contrebalancer certains effets de l'apesanteur. Et à l'inverse, des surprises qui ne sont pas tout à fait bonnes. Par exemple, je crois qu'on a fait tourner des rats et on sait, pour voir si, sur le plan de la minéralisation osseuse, on avait l'inverse de ce qui se passait en apesanteur. Et je crois qu'on n'obtenait pas vraiment une amélioration du squelette en ce qui concerne l'os spongieux et les travées osseuses, mais on obtenait une minéralisation exagérée de la corticale osseuse. Et ça, ce n'est pas vraiment le but recherché. Est-ce que pour les vols dans les avions ouverts au public, on peut choisir la gravité ou pas? Est-ce qu'on pourrait faire un vol gravité lunaire, par exemple? Alors, on n'a pas le menu quand on monte à bord en disant je vais commencer par une lunaire, je vais prendre 2 martiennes, après je vais peut-être faire une petite gravité neptunienne et puis je vais terminer par du 0. Donc on suit, dans les vols publics, on a un protocole bien précis. On vous acclimate progressivement à la microgravité ou à la centigravité, enfin à l'impesanteur. Donc on commence par une martienne. Donc là, c'est déjà assez étonnant. On fait des pompes sur une main, c'est très drôle. Enfin, peut-être que certains peuvent le faire sur Terre, je ne sais pas. On se met debout et puis on saute sur Mars. On est content, on est les premiers êtres humains à sauter sur Mars. Ensuite, on vous fait une parabole lunaire. Donc on met en général, Jérémy peut en témoigner, on met en général les passagers sur un côté de la paroi de l'avion, puis on les fait traverser de l'autre côté en faisant des bonds sur la Lune. Ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Quand on pense qu'il y a des hommes qui sont allés sur la Lune pendant 3 jours et qui ont fait des bonds comme ça, bon, certes, ils avaient un boulot à faire, mais c'est juste inouï, incroyable, drôle. Et les gens crient de joie, tapent des mains, c'est la fête dans l'avion. Ensuite, on fait on fait le reste de nos paraboles, on fait 16 paraboles en 0G. Mais donc, sur le plan des vols publics, si vous avez une solution, vous pouvez affréter l'avion entier pour vous. Ça aura un certain coût et on peut faire tous les niveaux de gravité. Donc, vous pouvez demander, je veux de la gravité, je ne sais pas, n'importe quel niveau. Et on a été amené à faire des vols de recherche pour des clients en pesanteur partielle, à par exemple 0,25, 0,50, 0,75 G en fonction des besoins des chercheurs. Donc oui, en adaptant la trajectoire de l'avion, qui est la manœuvre parabolique, on peut aboutir à n'importe quel niveau de pesanteur recréé. Merci de votre exposé. Vous dressez un tableau assez noir. Et est-ce qu'il y a quand même des choses qui s'améliorent? Oui, la pesanteur, c'est un excellent moyen pour perdre du poids. C'est très très rapide. Malheureusement, ça ne dure pas et dès que vous revenez sur Terre, c'est fini. La pesanteur, c'est aussi un excellent moyen de ne plus avoir de rides, puisqu'avec cette redistribution des liquides vers la partie haute du corps, vous avez le visage un petit peu bouffi et vous n'avez plus de rides. Non, sans plaisanter, je ne sais pas s'il y a des effets bénéfiques. L'effet bénéfique principal qu'on peut y voir, c'est que ça nous permet de comprendre des phénomènes impliqués notamment dans le vieillissement qui sont en quelque sorte accélérés. C'est donc un laboratoire, c'est un modèle de vieillissement et ça c'est très précieux. Mais j'avoue que j'ai du mal à voir des effets bénéfiques de l'impesanteur, surtout dans la perspective de vols spatiaux prolongés. Michel, si tu en connais, dis-les-nous s'il te plaît. Oui, merci pour vos exposés, passionnants. J'avais une question. Vous aviez parlé tout à l'heure de la possibilité de recréer une gravité artificielle qu'on peut voir dans certains films de science-fiction. Cette solution-là n'a pas été mise en œuvre sur la station spatiale. Au regard des désagréments que ça comporte, c'est une histoire de coût ou c'est parce qu'on voulait forcer l'expérience ? C'est un peu plurifactoriel, c'est-à-dire que ça suppose des défis technologiques, de surmonter des difficultés technologiques, budgétaires aussi.
Et puis, dans la réalisation pratique, on aurait pu le faire à titre expérimental, mais on le fait juste pour les animaux, une petite centrifugeuse à animaux dans l'ISS. Mais comme je vous ai dit, probablement qu'on ne sait pas encore. Alors pour les missions de courte durée, comme je vous ai dit, 6 mois ou plus, 8-10 mois, c'est pas, on peut revenir sur Terre et puis en quelque sorte récupérer. Mais c'est vrai que c'est une question qui devra se poser pour le futur. N'oublions pas aussi que recréer une pesanteur artificielle dans un vaisseau, ça comporte il y a des difficultés, il y a des effets indésirables. Par exemple, si vous vous souvenez du film 2001 où il fait son footing dans je ne sais plus quel est le nom du vaisseau. Il a l'air d'être en gravité 1, mais en fait, il devrait, s'il était comme ça devrait tourner à 12 tours par minute. Et on sait que, bien qu'on ait mené des recherches sur des volontaires sains avec des vitesses de centrifugation plus élevées, on sait qu'il vaut mieux éviter de faire tourner la machine à plus de 2 ou 3 tours par minute. Sinon, ça génère des effets parasites qui rendent la vie assez difficile dans l'habitacle du vaisseau. Les forces de Coriolis, par exemple, vous pouvez avoir des vertiges, des mouvements parasites, etc. Et pour ça, pour tourner à 2 ou 3 tours par minute, il faut tout simplement un diamètre du vaisseau spatial qui soit de 250 mètres ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, ça soulève des questions aussi d'ordre technique. J'avais juste une question encore possible. Comment on explique l'effet de la gravité sur le fonctionnement d'une cellule ? Parce que vous avez dit que pour une cellule seule, le manque de gravité modifiait son fonctionnement. Et par quel biais, en fait ? Michel, ça, tu vas répondre à ça. Non, ça, je pense que c'est le développement a fait que en fait, la gravité, le vecteur gravité, stimule nos cellules et nos cellules transforment le signal mécanique de cette force en signal biochimique pour assurer leur fonction. Je pense que ça, il faut en chercher les origines dans le processus de développement de la vie sur Terre. Est-ce que ça serait un effet thermodynamique, pas thermodynamique, mais qu'il y a plus de concentration sur le bas de la cellule ? La force s'applique de la même façon. Il y a des effets de sédimentation. Tout n'est pas de la même densité, donc il y a des phénomènes de sédimentation. Et enfin, la paroi cellulaire, notamment les cellules osseuses, est remplie de capteurs, de mécanocapteurs, qui se traduisent par effectivement des signaux chimiques qui activent des gènes particuliers. Donc le niveau d'activation fait que ces gènes se modifient, donc que la cellule se modifie. Donc c'est quelque chose qui a été très étudié pour les cellules osseuses, notamment à Saint-Étienne. Mais de même, on s'aperçoit que le cytosquelette se modifie, notamment, on l'a vu, en hypergravité et en microgravité sur des œufs de pleurodèle il y a déjà une vingtaine d'années. Oui, à la lumière de tout ça, si on fait pousser une plante de l'herbe dans l'espace en apesanteur, elle pousse comment ? Elle ne va pas pousser vers le haut. Donc ça donne quoi ? Effectivement, les plantes sont aussi munies de récepteurs à la gravité. Et on peut imaginer qu'en situation de microgravité, il y a un trouble du développement de la plante. Tout à fait. Puisque la plante oriente ses feuilles, oriente ses racines par rapport au vecteur gravité. Il y a un autre facteur qui joue, c'est la lumière. Donc les racines, ça a été fait. On a bien fait ça au CNES et avec d'autres personnes, avec notamment Gérald Perbal qui était à l'université Pierre et Marie Curie. Donc les racines deviennent bouillonnantes et se dirigent vers... Enfin, se dirigent. Ce qui pousse, c'est ce qui va vers l'humidité et éventuellement des taux de calcium différentiels. Et par contre, les tiges, elles se dirigent à un moment donné vers la lumière, parce qu'il n'y a pas de lumière, de toute façon, il n'y a pas de tige, parce qu'il n'y a pas de synthèse, et donc il n'y a pas de possibilité de croissance. Dans la graine proprement dite, la direction de la sortie de la tige est indépendante de la position de la graine. Elle sort toujours de la même façon, mais c'est embryologiquement déterminé dès le départ. Donc le départ, en utilisant une graine, c'est un sac à réserve. Donc tant qu'il y a les réserves, ça a l'air presque normal, sauf pour les racines, qui ne dirigent pas vers le bas. Et quand les réserves sont finies, c'est la lumière qui remplace. Et s'il n'y a pas de lumière, il n'y a plus de plantes. Donc je vais essayer de synthétiser des milliers d'informations qui ont été rassemblées en un seul mot. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette galère ? Mais franchement, quand même, il n'y a rien qui va. Rien, tout change tout le temps. On a l'impression que quand ils partent, ils sont normaux. Ils se prennent pour des surhommes. Ils sont bien sélectionnés, c'est vrai.
Et en fait, la base de la sélection des astronautes, c'est d'avoir des gens normaux partout. Et ça, c'est très difficile à obtenir et c'est relativement rare. Après, il faut avoir un petit peu de talent en plus, mais la base, c'est d'être physiologiquement normal partout. Si on a des problèmes, si on a des insuffisances ou si on a des excès, eh bien, on ne peut pas être astronaute. Donc ça, c'est vraiment un facteur de sélection extrêmement important. Et donc, on sait qu'on part avec des gens qui sont en bonne santé. Et le nombre de visites médicales qu'ils ont avant de partir est absolument phénoménal. Ça n'arrête pas. Et dans les 6 mois qui partent avant l'assignation pour une mission, ils reçoivent quasiment une visite médicale par semaine. Et parfois, dans les derniers, c'est tous les 2 jours à la fin. Parce que on ne veut pas amener des gens qui pourraient avoir une maladie dont qu'on serait obligé de rapporter au sol. Alors la micropesanteur, effectivement, dans les grands... Dans les voyages très très longs, ça posait problème. Alors il y en a un qui est resté plus de 400 jours en vol, à Polyakov. Il a réussi parce qu'il y a des mesures de prophylaxie, terme médical, pour modifier le terme des ingénieurs qui est des contre-mesures, ce qui ne veut rien dire en termes médicaux, et en langage courant, ça veut dire des mesures préventives. C'est-à-dire que c'est pendant plusieurs années, et notamment avec les vols sur la station Mir, les gens ont appris à découvrir ces phénomènes. Parce que ce n'est pas évident. La baisse de diamètre, d'épaisseur de l'intima, ce n'est pas quelque chose qui est simple, qui apparaît d'un seul coup. Il faut faire de l'échographie, il faut avoir des échographes qui fonctionnent bien, qu'on sache les faire marcher dans l'espace, etc. Et donc, là-dessus, Franck nous a parfaitement montré donc qu'on avait une connaissance maintenant étendue des effets de l'apesanteur et donc avec les bed rests dont il a parlé, on est capable de proposer des mesures de prévention. Elles ne sont pas parfaites, elles fonctionnent à peu près correctement pour les vols courts, elles fonctionnent si les astronautes sont sérieux. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils font du sport mais qu'ils ne le font pas. Et donc ça leur pose des problèmes et Inessa Kozlovskaya, qui était une scientifique russe qui suivait les vols de très près sur le plan de la physiologie, disait dès qu'ils essayent de poser le pied par terre au retour, on sait ceux qui ont bien travaillé et ceux qui n'ont pas bien travaillé. Et en tout cas, le fait de travailler fait que ça assure une vraie prévention de la dégradation des muscles, du système cardiovasculaire et des os. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que, notamment, grâce à l'espace, on a montré que quand on était une femme ménopausée, il valait mieux descendre des escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Parce que les chocs provoquent des vibrations qui provoquent des stimulations, et c'est des stimulations extrêmement importantes, pour justement renforcer les travées osseuses qu'il y a dans les membres inférieurs. Et dans l'espace, ça manque. Et dans l'espace, ça manque, et toutes ces simulations, effectivement, c'est ce que nous a dit, donc c'est vraiment important. Et c'est important à plusieurs niveaux, puisque c'est important au niveau de l'architecture de l'os, du comportement des cellules à l'intérieur de l'os, et sur la façon dont ils se fabriquent. Et ce qui est très important, c'est que ça dure pendant pas mal de temps. Alors, donc, on a appris que voyager dans l'espace, c'était pas bien. Il y a quand même des gens qui vont y aller, et on va essayer d'aller de plus en plus loin. Mars, c'est quelques mois. Et puis, surtout que, ne vous en faites pas, que vous alliez avec Virgin Galactic ou avec l'avion 0G, vous pourrez faire des vols paraboliques, vous pourrez faire de la micropesanteur sans vieillir trop vite.